OK. Bonjour à tout le monde. D'expérience sur la gestion d'un cas suspect de fièvre hémorragique virale dans le district d'Ambam. Diapo. OK, merci pour la parole donnée. Nous avons un cas suspect de fièvre et le plan que nous allons faire la description de l'événement, la gestion et les leçons apprises. Diapo. Pour ce qui est de la description de l'événement, on a reçu un patient de sexe masculin. C'était un cas de patient de sexe masculin de 37 ans aux antécédents tabagiques, un moteur d'Arsemène sur la ligne d'Ambam, Ngomedja, vivant en couple. Ça a eu lieu en Ngomedja par Ambam le 28/2 à minuit 5. Diapo. Oui. Pour ce qui est de la gestion de l'événement, l'arrivée a eu lieu aux environs de minuit 20 à l'hôtel de Sidambam d'un patient décédé à domicile de manière inexpliquée après saignement ayant mis environ 5 heures de temps. La notification par le directeur de l'hôpital de Sidambam a été faite aux environs de minuit 40 et il a immédiatement notifié au niveau du district. Et à minuit 45, nous avons notifié la région et le niveau central après évaluation de la lettre. Il y a une mobilisation de l'EE au niveau d'1h15 du district. La notification et l'investigation rapide. Aux environs de 2h20, il y a une mise en route de l'EE régionale accompagnée du niveau central. Votre nez pour arriver au niveau de votre estomac. D'accord? Si vous avez envie de tousser, Pardon. Aux environs de 6h30, l'équipe étant arrivée et descendue au village Ngomedja accompagnée de l'autorité administrative. À 6h40, l'entretien a été effectif avec les chefs du village et toute sa communauté. Diapo. Vers 7h15, l'investigation sur site a eu lieu de contamination des domiciles du véhicule qui a servi du transport de la dépouille avec diffusion des messages de sensibilisation, comme vous voyez la désinfection de la moto du concerné. Ici, le lien épidémiologique a été évoqué du fait que c'était un moto-taximan. Étant un moto-taximan, on se dit qu'ils sont en contact avec les gens de diverses raisons. Diapo. Ici, le collecte et le transport des échantillons. À 4h30 environ, le prélèvement de l'échantillon a été fait dans le respect des mesures de PCI avec conditionnement immédiat par l'équipe de l'équipe cadre de l'équipe de l'hôpital district d'Ambam assisté du district. Diapo. La collecte a été effective avec le transport de l'échantillon par l'équipe régionale et l'acheminement au centre Pasteur environ de 5h30. C'est vers 17h40 que le retour négatif du résultat nous est parvenu. Il n'y avait pas de prise en charge du cas et c'était décidé, comme je vous ai dit au départ. Diapo.
On a quelques photos là. Vous voyez quand il y a eu des centres de visite du domicile du défunt et des environs par toute l'équipe qui était coordonnée avec l'autorité administrative, les autorités, les forces de maintien de l'ordre et la population. Diapo. Diapo. Oui, là, c'est le listing des contacts par l'équipe de l'EIR et pour se rassurer que nous n'allons louper aucun cas. Diapo. Comme le sang a prise, une bonne coordination permet une réponse rapide et efficiente. Un type de circuit de l'information connue des acteurs permet une réponse rapide des alertes pour une prise de décision rapide. La décentralisation des activités permet aux acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire d'agir promptement et efficacement. Le renforcement des capacités des acteurs permet à ces derniers d'être plus réactifs car ils savent ce qu'il faut faire. La disponibilité des ressources matérielles et financières permettent une réponse rapide, efficace et précise. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, docteur Amel Mitchok, pour cette présentation sur comment est-ce que vous avez vécu une alerte à fièvre hémorragique virale dans votre district. Nous passons immédiatement la parole à docteur Bilunga pour le point, les généralités sur les fièvres hémorragiques virales. Docteur Bilunga, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Nous vous suivons bien. D'accord, merci. Dans le plan, il est le suivant. Nous allons définir ce qu'on entend par fièvre hémorragique, quelques notions sur sa répartition dans le monde en Afrique, qu'est-ce qu'il en est de l'analyse des risques au Cameroun, enfin, comment reconnaître un cas de fièvre hémorragique virale et quelle est la conduite à tenir devant ce cas-là. Donc, il faut dire que les fièvres hémorragiques virales, en fait, c'est un groupe de maladies qui appartiennent à 4 grandes familles de virus. Vous avez les filoviridés, généralement responsables de la maladie à virus Ebola ou la maladie de Marburg, mais aussi les flaviviridés, la maladie à virus de la dengue, voire même de la fièvre jaune. Il faut dire que ce sont des maladies hautement contagieuses et le signe généralement qui fait penser à cela, c'est l'apparition d'hémorragies multiples. Ce sont des maladies pour la plupart du temps graves, pour lesquelles le traitement n'existe pas toujours et qui sont mortelles. Heureusement, le degré de mortalité n'est pas le même pour tous les types de n'est pas élevé pour certaines fièvres hémorragiques virales. Ça reste néanmoins un problème de santé publique de fait de la forte propagation de ces maladies, comme vous pouvez le voir sur la figure. Et vous voyez que l'Afrique porte quand même le lourd fardeau lorsqu'il s'agit de la répartition de ces maladies-là quant à la survenue des épidémies qui ont déjà sévi dans le monde. Donc, en termes de transmission, comment est-ce que l'homme peut l'avoir? Généralement, c'est à travers des contacts humains si la personne est infectée, mais aussi, il faut savoir que les principaux réservoirs sont les primates. On connaît, par exemple, la maladie à virus Ebola de Marburg, avec comme principaux précurseurs les singes. On voit également les chauves-souris. On sait aussi qu'il y a certaines maladies qui utilisent certains vecteurs comme les moustiques, les tiques. Vous comprenez donc que tous ces réservoirs circulent sur le territoire camerounais, ce qui traduit déjà une certaine susceptibilité pour nous de pouvoir enregistrer des cas de fièvre hémorragique virale. En Afrique, vous avez là la répartition des épidémies qui sont survenues. Là, il s'agit des cas de maladies à virus Ebola. On se souvient de la grosse épidémie de 2014. C'est ça qui a réveillé les consciences sur l'existence
de cette maladie parce qu'avant, c'était vraiment dans des zones endémiques comme en République démocratique du Congo. Mais en 2014, ça a fait un boom dans le monde et ça a également alerté, je pense, toutes les populations peuvent aujourd'hui dire quand même ce que c'est que la maladie à virus Ebola. En ce qui concerne Marburg, ce n'est pas trop connu, peut-être parce que ça ne survient pas beaucoup en Afrique centrale, mais le premier cas, c'était en 1967, mais depuis ce cas, la plupart des épidémies qui sont survenues, même les 20 dernières années, pour la plupart du temps, c'est en Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Donc, la Guinée équatoriale est le premier cas où survient cette maladie en Afrique centrale. En ce qui concerne la fièvre hémorragique de Lassa, nous avons voulu présenter l'image que vous voyez à gauche pour montrer que le Nigeria est un pays endémique et le Nigeria partage une grande bande de frontières avec le Cameroun. C'est pour vous dire que cette maladie circule déjà probablement au Cameroun, mais peut-être que nous n'avons pas encore eu les capacités pour pouvoir détecter à temps. Quand vous regardez les pays qui sont à risque de la dengue, qui est également une fièvre hémorragique virale, à l'image sur la droite, vous voyez que le Cameroun est un pays qui a même déjà eu à enregistrer des cas de dengue. Donc, devant toutes ces situations-là, nous avons vu que nous avons les réservoirs qui circulent. Nous avons vu que les pays frontaliers ont déjà eu à enregistrer des cas, que ce soit les cas de dengue, de maladie à virus Lassa, tout récemment la dengue en Guinée équatoriale. Quelle est la situation au Cameroun? Est-ce que c'est déjà survenu ou pas? De l'expérience que nous avons de la surveillance épidémiologique et des archives, aucun cas de fièvre hémorragique virale n'a été détecté au Cameroun, mais nous sommes presque certains que cela pourrait survenir. Nous avons donc conduit une évaluation des risques basée sur les procédures produites par l'OMS en 2014, qui consiste à savoir quel est l'agent infectieux auquel nous allons faire face, comment est-ce que ça se comporte en termes de propagation, de transmission et même de pathogénicité, quelle est la population à risque et en ce qui concerne notre contexte, est-ce que nous avons les capacités de pouvoir faire face à la maladie si cela survient. Les principales fièvres hémorragiques qui ont été décrites précédemment sont passées au filtre et comme vous pouvez le voir sur la matrice des risques sur l'image de droite, la fièvre hémorragique à virus Ebola ou à Marburg constitue un risque de survenue très élevé pour le Cameroun. Ceci parce que la probabilité de survenue est probable, très probable ou certaine. Mais également, nous avons d'autres maladies comme la fièvre Lassa où le risque de survenue est modéré. Ceci simplement parce que les conséquences sont moins graves que lorsque nous avons une épidémie de maladie à virus Marburg ou Ebola qui présente souvent des taux de létalité très élevés. Ça peut aussi justifier le fait que pour le moment, le Cameroun n'ait pas encore détecté des fièvres dues au virus Lassa, peut-être parce que la symptomatologie peut passer inaperçue. Il en est de même pour la fièvre dengue aussi, où les signes peuvent se confondre au paludisme. En ce qui concerne la définition des cas, il faut dire que la définition des cas, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui sont communiqués, que ce soit à la communauté, que ce soit au personnel soignant, pour être capable de détecter précocement tout cas suspect, parce que c'est ça le but de la surveillance, être capable de détecter précocement tout cas suspect, mener les investigations nécessaires, confirmer la maladie et ensuite pouvoir mettre en place des mesures de riposte appropriées et dans les délais impartis. Donc, nous avons des définitions simplifiées pour la communauté où devant toute personne qui présente une fièvre avec des épisodes de saignement, il faut déjà être alerté. Nous avons des définitions pour les formations sanitaires en termes de cas suspects, cas probables, lorsque nous avons toute personne qui a présenté une fièvre ou une hémorragie, mais qui a également un lien épidémiologique, comme l'a dit la panéliste précédente, pour dire que le lien, c'est lorsque vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu déjà un cas de maladie à virus
de fièvre hémorragique confirmée à l'un des virus précédemment mentionnés. Et lorsqu'on vous fait les tests d'analyse par PCR et qu'on trouve le virus, qui généralement sont des virus à ARN, on dira que vous êtes un cas confirmé. Dans la littérature, vous verrez également que devant les fièvres hémorragiques, la définition de contact est également importante parce que toute personne qui a été en contact avec un cas probable ou un cas confirmé doit également être suivi pendant 21 jours, qui correspond à la période d'incubation de la maladie minimum, pour être sûr qu'elle ne développe pas des symptômes, idéalement en quarantaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant un cas suspect de fièvre hémorragique? Excusez-moi si je file, on m'a dit que j'avais 5 minutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la communauté, si vous êtes en face d'une personne qui présente les signes précédemment mentionnés à type de fièvre, céphalée, douleur articulaire et qui présente également des saignements, parce que généralement, c'est le signe qui alerte, sauf si l'épidémie a déjà été confirmée. À ce moment-là, toute personne qui présente un malaise, ça doit également alerter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut notifier immédiatement si vous êtes en contact avec les agents de santé communautaire ou alors la formation sanitaire le plus proche. Vous pouvez également, la plus proche s'il vous plaît, vous pouvez également appeler le 1510 qui est le numéro vert qui sont dans toutes les régions. Le plus important aussi, vous protéger, isoler le malade et attendre l'intervention des autorités de santé publique parce qu'il faut savoir que le transport même d'un patient atteint de fièvre hémorragique virale augmente le risque de propagation de la maladie. Pour le personnel soignant également, il faut se protéger. Il a été montré qu'au début des épidémies, près de 50% des cas de décès arrivent souvent chez le personnel soignant qui a eu à s'exposer en voulant prendre soin des malades. Maintenant, en ce qui concerne les autorités sanitaires, comme cela a été présenté avec le district d'Ambam, dès que l'événement est notifié, il faut faire une évaluation des risques. Et si cela est confirmé, il faut être capable de mettre sur pied les mesures de riposte nécessaires. Bien sûr, assurer une communication permanente sur le risque afin que les populations ne s'exposent pas davantage. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les fièvres hémorragiques virales à l'heure actuelle, vu le temps qui nous a été imparti. Le risque est réel au Cameroun, peut-être même que ça circule déjà. Les conséquences peuvent être très graves, allant jusqu'à l'interruption des activités de la vie courante, y compris même la circulation interpays. Il est donc important pour toute personne de la communauté, mais aussi les prestataires de soins, d'être capables de reconnaître les cas suspects de fièvre hémorragique virale. Ceci en se formant. Il y a des modules qui existent de l'auto-formation. N'attendez pas qu'on vienne à tout prix vous former. Informez-vous sur la maladie afin d'être à l'aide. Et maintenant, à l'attention des autorités, il faut se préparer à faire face à la survenue de ces cas, déjà en prépositionnant les intrants nécessaires, que ce soit les équipements de protection individuelle ou alors les équipements pour la prise en charge des cas, mais aussi s'exercer avant que cela n'arrive. Donc, comme on dit, nul ne sait le jour ni l'heure, nous devons rester vigilants. Je vous remercie. Merci, Dr. Bilunga. Merci, Dr. Bilunga, pour cette riche présentation. Nous allons passer la parole à Dr. Dion, notre expert de l'OMS, pour que lui, il fasse un focus sur la maladie à virus Marburg. Dr. Bilunga ayant planté le décor en nous expliquant les généralités sur les fièvres hémorragiques. On a bien compris que pour le Cameroun, la maladie à virus Marburg est très probable et elle pourrait avoir des conséquences très graves. C'est pour cela que pour ce webinaire, nous mettons l'emphase sur cette maladie. Donc, John, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Dr. John, on vous voit, on vous entend, on voit votre écran. Vous voyez mon écran? Dr. John, on voit votre écran. OK. Nous allons parler, merci pour l'opportunité tout d'abord, nous allons parler
des étapes opérationnelles et principes généraux de gestion d'une alerte de la maladie à virus Marburg. Ok, le plan de présentation se présente comme suit. Premièrement, nous allons parler des objectifs pédagogiques, si pas andragogiques. Nous allons par la suite aborder les phases de préparation et de contrôle des épidémies de fièvre hémorragique virale en général. Et nous allons terminer notre présentation en faisant un focus sur les étapes opérationnelles dans la gestion d'une alerte de la maladie à virus Marburg. Soulever juste quelques points critiques. L'objectif ultime de cette présentation est de renforcer les capacités des acteurs de terrain en matière de gestion, nous insistons, opérationnelle d'un cas alerte de maladie à virus Ebola. Donc, il ne s'agit pas de présenter une vue synoptique des SOP, des procédures opérationnelles standards, et puis nous allons faire plus appel à l'expérience qu'à ce qui est théoriquement disponible dans ce qui est écrit. Mais le bon sens d'épidémiologiste et l'expérience des terrains, c'est ce que nous allons partager avec vous à l'issue d'un parcours dans plusieurs pays d'Afrique notamment. Premièrement, il faudrait retenir de manière simplifiée toutes les fièvres, les épidémies de fièvre hémorragique virale ont 4 phases en général, peuvent être résumées en 4 phases. La phase première, c'est la phase de préparation. Là, lorsqu'on a identifié un risque, comme Dr Bilunga vient de le présenter, il faudrait que le pays, en fonction des paramètres évoqués par Dr Bilunga, fasse un plan de préparation et de riposte. Ce plan de préparation est destiné à couvrir 6 mois à 2 ans. Et le Cameroun a évidemment, sur base de l'existence d'un risque d'avoir l'une de ces fièvres hémorragiques virales, a développé ce plan qui couvre 2 ans. La deuxième phase, c'est la phase alerte ou readiness. La première phase, on va dire preparedness en français. Mais pour la phase alerte, c'est-à-dire que le risque de survenue d'une épidémie est élevé. Donc, la survenue est imminente d'une épidémie. L'importation est imminente. Et c'est dans ce cadre-là qu'on ne parle plus de simple préparation, mais on parle de readiness, d'alerte. Et la survenue, le plan qui va être élaboré de readiness avec les actions prioritaires va couvrir 3 à 6 mois. Et c'est une phase qui est à cheval entre la préparation et la réponse proprement dite. La 3e phase, c'est la phase de réponse. Et la 4e phase, c'est la phase post-épidémie qui a une durée minimale de 42 jours après l'épidémie. Quelles sont les étapes opérationnelles dans la gestion d'une alerte? Premièrement, c'est l'activation de l'alerte et le briefing des équipes. C'est un peu préliminaire. Donc, avant que nous puissions supposer avoir une alerte, nous sommes supposés qu'il y ait un système de notification, système de surveillance qui existe et les définitions des cas sont disponibles dans la communauté. C'est en ce moment-là, et ce n'est qu'en ce moment-là, qu'on peut espérer avoir une alerte des fièvres hémorragiques virales, Marburg dans ce cas ici. Deuxièmement, dans les étapes prioritaires, c'est l'approvisionnement et le prépositionnement des outils de surveillance, matériel, équipement pour tous les piliers déjà prépositionnés dans les zones qui ont été identifiées comme à haut risque. Troisièmement, c'est la communication sur le risque et engagement communautaire et la recherche active. Quatrièmement, c'est la notification, la réception des alertes au niveau du call center. Cinquièmement, c'est l'investigation et l'évaluation du risque. Sixièmement, c'est la validation de l'alerte qu'on est en train de faire comme cas suspect sur base de la définition des cas, ainsi que les mesures initiales à prendre, notamment isolement, prélèvement, enterrement digne sécurisé et décontamination. Septièmement, c'est la prise en charge médicale et psychoclinique. Huitièmement, il faudrait assurer la gestion de l'information et la production du SITREP. Et la dernière étape, c'est un peu comme pour dire, il faut renforcer le système localement. Voilà, résumé schématiquement, vous aurez les présentations. Comment est-ce qu'une alerte de manière pratico-pratique se présente dans la gestion? Donc, les alertes viennent de beaucoup de sources. Et puis, l'alerte est reçue au niveau du call center, du centre des appels, enregistrée, traitée, vérifiée.
Et puis, on envoie une équipe d'investigation, c'est l'étape suivante, qui va investiguer, voir si ça répond aux définitions des cas. C'est ce qu'on appelle validation. Et si c'est validé, on doit faire l'isolement, on doit prélever, on doit envoyer l'échantillon au laboratoire pour vérifier la confirmation. On doit prendre en charge le cas entre-temps, même avant la réception de résultats. Et si c'est un décès, on va, sur base des résultats obtenus, faire un enterrement digne et sécurisé. Et les non-cas doivent continuer les soins dans le cadre de continuité des soins parce que c'est autre chose, malaria ou autre qui peut être lié à ça. Voilà schématiquement, résumé, les étapes sur le plan opérationnel d'une gestion d'une alerte. Allons dans la première étape. La première étape, c'est l'activation et le briefing des équipes. Comme nous l'avons dit, ici, le point essentiel est d'avoir des définitions des cas, y compris avec un focus sur la définition communautaire, ainsi que les définitions des cas suspects qui s'appliquent beaucoup plus aux professionnels de santé et les équipes de riposte. La définition communautaire est le minimum qu'on devrait faire, plus la définition des cas suspects. Et donc, il faut briefer les équipes au niveau des formations sanitaires et au niveau de la communauté pour renforcer cet aspect de choses. L'indicateur, c'est la définition des cas est disponible, non seulement au niveau du bureau du district ou de la région, mais distribué dans la communauté, dans toutes les fossas, et préparer une équipe d'intervention, d'investigation et de réponses rapides au niveau du district ou au niveau régional. La deuxième étape, il faut s'assurer qu'on a prépositionné les intrants. Ici, nous allons faire le focus sur les intrants de collecte, transport et conditionnement et transport laboratoire, premièrement. Deuxièmement, le critérium, c'est d'avoir un centre d'isolement. L'idéal, c'est d'avoir un centre d'isolement normé pour la prise en charge des cas déjà suspects à un certain moment. Et puis, lorsqu'on aura des cas confirmés, prévoir aussi des pavillons destinés aux cas confirmés. Il faudrait disposer des ambulances, au moins 2 par district, qui peuvent assurer l'évacuation des cas suspects qui attendent les résultats. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, un véhicule au minimum, si pas 2, pour les enterrements dignes et sécurisés. Évidemment, il faut avoir un petit kit pour la prise en charge et les épis pour se protéger. Et puis, le matériel de décontamination est supposé être disponible. Et puis, le matériel des enterrements dignes et sécurisés, notamment les sacs mortuels. Ça, c'est juste pour vous montrer un centre d'isolement et de traitement pour les fièvres hémorragiques virales qui soit normé, mais qui est préfabriqué, facile à installer, surtout en cas d'urgence, tout comme en temps de readiness, comme nous venons de le dire. Troisième étape, c'est l'étape de la communication et la recherche active sur le terrain. Il est important de mener la recherche active. L'idée, c'est augmenter le nombre des alertes et détecter précocement, comme Dr Bilunga a dit, les cas qui se retrouvent dans la communauté et dans les fossas. Pourquoi recherche active? Parce que sur le plan passif, on ne s'attend pas toujours que les cas, les alertes vont remonter. C'est pourquoi en readiness, il est important de mettre en place un système de surveillance active pour fouiller les cas non notifiés au niveau des alertes et pour détecter précocement les cas. Parce que la plupart de ceux qui viennent d'eux-mêmes dans la formation sanitaire sont déjà à un stade un peu plus avancé. Donc, les critères, c'est recevoir le plus d'alertes possible. Ça, c'est un indicateur de performance. Quand nous disons précocement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas a été identifié en dehors 4 jours après l'apparition des signes au minimum. Ça, c'est précoce. Et une proportion croissante des cas suspects identifiés dans un district, c'est un facteur de dire que ce district-là est performant. Et puis, il y a les formations sanitaires qui font visiter chaque jour dans le cadre de la recherche active. Et puis, pour la surveillance communautaire, un certain nombre de ménages visités par jour. Pour quatrième étape dans la gestion d'une alerte, c'est la notification et de la réception. Ça, c'est au niveau du centre des appels. Et nous connaissons déjà l'estimation du nombre des appels reçus. Vous prenez la population de votre district, par exemple, vous êtes supposé avoir un appel sur 9000 habitants par jour. Ça, c'est pour vous donner une idée si le système fonctionne correctement, combien vous devez voir. Deuxième critérium important, c'est que le centre des appels doit avoir un numéro vert, gratuit et disponible 24 heures sur 24. Et il faudrait s'assurer qu'il y ait au moins 4 postes opérationnels. Parce que s'il n'y a que 2 postes opérationnels pour recevoir les appels vont bugger et puis l'alerte ne sera pas efficiente.
Cinquième étape, c'est l'étape de vérification, investigation et évaluation du risque. Très important dans les cas de gestion. Donc, il faudrait s'assurer que dans tous les districts, sur le plan opérationnel, 100% des alertes reçues au niveau des call centers sont investiguées par les EIIR dans les 24 heures. Deuxième indicateur, c'est on devait avoir la disponibilité des rapports narratifs dans les 24 heures qui soient complets. Ici, il faut marteler que seule la fiche d'investigation ne constitue pas un rapport d'investigation. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il faudrait en surveillance collecter, analyser, présenter, amener des hypothèses et proposer des actions. Ce qu'on ne fait pas dans une fiche d'investigation en elle-même. C'est pourquoi il faudrait avoir, en plus de la fiche, l'itinéraire du cas, ainsi que la liste des contacts prélistés, comme le district d'Ambam venait de nous parler, c'est très important. Et puis la performance voudrait qu'on ait pour un cas suspect déjà à son tour, qu'on ait prélisté au moins 20 contacts par cas. Bien sûr, vous me direz, ça dépend de l'itinéraire, mais ça c'est une moyenne empirique. Et deuxième élément dans la qualité de l'investigation d'une alerte, c'est l'analyse des hypothèses des liens épidémiologiques et la source de contamination doit être indiquée dans ce rapport d'investigation très important dans le cadre de gestion d'une alerte de fièvre hémorragique virale, Marburg ou Ebola ou tout autre, ça s'applique de même chose. Pour rappeler ces hypothèses de liens épidémiologiques, il y en a 8 et on va aller très rapidement. La première, c'est contact avec un cas confirmé. La meilleure manière d'établir, d'élucider un lien épidémiologique, c'est de dire qu'il a été en contact avec un cas confirmé et le lien avec le contact en question, le cas confirmé en question. Deuxièmement, c'est la notion de séjour récent dans une zone à épidémie ou à haut risque. Troisièmement, c'est visite dans une mine ou une grotte, surtout par rapport à Marburg. Quatrièmement, c'est la participation aux funérailles, voire même manipulation du cadavre pour l'habiller, pour le laver, ainsi de suite. Participation à un événement de masse, consultation dans une formation sanitaire ou chez un praticien, manipulation de notion de manipulation d'animaux de brousse, trouvés morts ou vivants, constituent des hypothèses à explorer dans le cadre d'une exposition. Et il est important de dire que dans ce cadre précis, la qualité des investigations est importante et l'un des éléments, c'est l'estimation de la date du début des symptômes. Si on ne connaît pas, on n'a pas de précision, si le décès survient à un moment X, il faudrait au minimum trouver la date, estimer la date du début des symptômes à date du décès moins 9 jours. Si l'apparition d'un signe survient, il faudrait estimer la date du début des symptômes à ce jour J de l'apparition du saignement, moins 7 jours. Et puis, s'il y a l'apparition d'un signe humide, diarrhée, vomissement, par exemple, la date du début des symptômes serait provenir il y a 3 jours. Et c'est important de faire cet exercice pour éviter de manquer de lister un contact à haut risque qui sera très dangereux dans le cadre d'une bonne gestion d'une alerte. Et puis, la période de fenêtre d'exposition, c'est juste la période qui va de J-4 par rapport à la date du début des symptômes à J17, et ce qui nous permet de pouvoir rechercher les liens épidémiologiques que nous avons mentionnés si haut. Ce tableau ici, vous les aurez, je ne vais pas trop insister, ça montre la chronologie des signes pour qu'on évite de tomber dans les piège des rapports qui dit la date du début des symptômes, ça a commencé il y a 2 jours par l'apparition d'un hémoptysis, d'un hématémèse, d'un saignement au nez. Et donc, ça n'a pas trop de sens. Si on maîtrise bien une bonne éducation, cette chronologie, on va éviter de faire une erreur dans l'estimation de cette date du début des symptômes et de louper des contacts. Étape 6, c'est la validation. La validation veut dire tout simplement quoi? Comparer le cas investigué si ça correspond à la définition de cas suspect dans ces cas précis. C'est ça l'importance de connaître la question du cas suspect. Et la définition de cas suspect, comme Dr Bilunga dit, est basée fondamentalement sur 2 choses. Premièrement, les signes et symptômes, et deuxièmement, la présence d'un lien épidémiologique, comme je venais de le mentionner tout à l'heure. C'est les 2 fondements qui nous permettent de valider un cas. Deuxièmement, quand on a validé un cas,
une alerte comme cas suspect, on ne l'appelle plus alerte, on l'appelle maintenant cas suspect, on a compris, c'est l'isoler et prélever. Deuxième action importante. Troisièmement, c'est conditionner l'échantillon, transporter de manière sécurisée au laboratoire, procéder à la décontamination du site, et puis si c'est un décès, enterrement digne et sécurisé. Si l'échantillon revient positif, ça c'est le pouvoir politique, ça c'est le niveau national. Avec Dr Ngomba, ils vont décider de déclarer une épidémie le cas échéant et les actions bien sûr doivent être réorientées. Performance de cette étape, pour proportion de cas suspects isolés, proportion de cas suspects prélevés, les enterrements dignes et sécurisés s'il s'agit de cas, et puis les décontaminations. Tout ce qu'on a dit en rapport avec les décontaminations doivent survenir dans les 72 heures. Si c'est au-delà, c'est une contre-performance et on n'aide pas beaucoup et c'est presque plus utile. Et puis, l'obtention des résultats des laboratoires, c'est en dehors de 48 heures. Comme Dr Metchov vient de nous dire ici, c'était le cas pour Ambam. On a eu les résultats dans pratiquement 24 heures après, ce qui est un bon critère de performance. Voilà un peu le critérium où on doit avoir les épis. Pour se protéger, on doit avoir le triple emballage et on va voir un transport sécurisé au laboratoire P4, c'est-à-dire le niveau maximal de sécurité. Nous avons tous compris. Prise en charge, il n'y a pas de traitement curatif à proprement dit, mais c'est symptomatique. Dans les cadres de continuité de soins, ces cas suspects doivent continuer à bénéficier des soins. Et ça, c'est tout à fait normal, mais il faut associer les soins psychosociaux également. Et il y a des indicateurs pour voir le taux de létalité au niveau des formations qui sont en train d'isoler les cas, ainsi que le taux, la proportion de personnel infecté. Dr Bilunga l'a dit, et c'est un critérium très important. Si nous disons qu'on a bien géré une alerte, on devait avoir moins de personnel contaminé. Et l'une des dernières étapes, l'avant-dernière, c'est qu'il faut toujours produire un rapport de CITREP. Félicitations à la région du Sud qui est en train de produire des CITREP, mais qui doit être produit quotidiennement, comme vous allez dire. À part le CITREP, il y a la mise à jour de une liste linéaire des alertes qui doit être entretenue de manière permanente. Et puis, dans le CITREP, je vous ai montré un joli tableau qui se trouve dans nos CITREP qui résume les indicateurs clés lorsqu'on doit faire un CITREP, c'est-à-dire combien d'alertes reçues, combien investiguées, combien de cas suspects, combien ont été prélevés, et les résultats positifs et négatifs à la fin. À la fin, l'étape 9, nous terminons, c'est la recherche active de cas, des autres cas, les cas additionnels, ainsi que le suivi des contacts. Et puis, il faut renforcer le système localement par des briefings de tous les acteurs, de tous les piliers dans un district qui a déjà reçu une alerte. Ça fait partie des bonnes pratiques dans le cadre de la gestion d'une alerte Marbourg. J'ai dit et je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions. Over. Merci, très riche. Nous avons beaucoup appris. À la suite des 3 présentations, nous allons accorder une session de 10 minutes pour les questions. Nous voyons qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc nous allons prendre une ou deux, une série de 3 premières questions, une série des 3 premières questions. Pour les cas suspects, est-il conseillé de les déplacer? C'est la première. Pour les cas suspects, est-il conseillé d'ambulance pour évacuer les cas suspects? Première question. Si possible, bien vouloir ordonner les piliers de la riposte. Signification de EIR, je vais répondre. D'investigation et intervention rapide. Y a-t-il des manifestations buccales ou orofaciales que présente le patient? Je suppose que c'est une question adressée à Dr Mitchell. Est-il possible d'obtenir une attestation? Oui.
OK. Voilà les questions. Est-ce qu'il faut déplacer un cas suspect? Docteur John, je vais vous permettre de répondre à cette question. Pour les piliers de la réponse, je pense que les étapes ont déjà été bien élucidées. Donc, il suffit juste de bien relire la présentation. Docteur John? Merci beaucoup. Je vois aussi des questions, des réponses à la même, mais nous allons prendre le docteur Gisèle Mbouyi par après. Après cette série, c'est le docteur Ngomba qui va l'annoncer. Il n'est pas conseillé de déplacer un cas suspect, mais ça dépend de comment est-ce que vous dites déplacer. Tout cas suspect doit être extrait de la communauté. Voilà le principe, parce que moi, je parle de principe. C'est-à-dire, quand on investigue là, on investigue par exemple un cas qui se trouve à domicile, dans la communauté, dans une église, dans un bureau, ça arrive parfois, ou dans un hôpital. Ça dépend du lieu où le principe est de extraire, évacuer tout cas, toute alerte validée cas suspect de la communauté et l'isoler. Donc, on doit obligatoirement extraire, isoler le cas. Sauf que, idéalement, on devrait avoir un centre d'isolement et de traitement proche dans les coins, au lieu de l'amener très loin, parce que ça a d'autres implications sur le plan de son manger, de sa prise en charge, de la visite familiale et tout le reste. Ça mène beaucoup de choses. Si c'est très loin les centres d'isolement, parfois, on perd, les gens fuient et tout le reste. Et donc, il faut avoir un centre d'isolement proche dans les rayons, par exemple, si c'est en BAM, ce n'est pas très conseillé qu'il est en BAM et puis vous allez l'isoler à Ebolova. Ça n'a pas trop de sens. Et parce que ça amène beaucoup plus de risques d'exposition et tout le reste. Et puis, merci, deuxièmement... John. Vu le temps, nous allons passer rapidement la parole à Mme Gisèle Mbouyi pour 1 minute, s'il vous plaît, parce que nous avons encore 2 prises de parole d'experts. Madame Gisèle Mbouyi, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter l'initiative que j'apprécie beaucoup, ce qui fait que je me suis même connectée pour suivre. Donc, je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille au ministère de la Santé au niveau central. Alors, une question et un partage d'expérience. Alors, ma question, c'est de savoir comment finalement le COUSP national au Cameroun s'est comporté par rapport à la situation de la fièvre hémorragique à Marbourg. C'est un pays qui est voisin au Cameroun. Je sais que le Cameroun a un COUSP bien bâti, a des documents, des plans, des procédures, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été en alerte? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation? Et puis, ce que je voudrais partager, c'est par rapport à la détection. J'ai vu que dans la présentation de Dr. John, il y avait quelque chose de très important par rapport à la définition de la maladie et de le début, en fait, de la maladie. Et ça, pour ça, la RDC, rapidement, nous avons donc élaboré avec l'appui du CDC, un instrument très simple qui est comme un partogramme, un disque qui permet en fait de détecter avec précision la période d'exposition. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais peut-être qu'on aura une autre occasion où on va échanger sur cet outil qui est très utile, surtout pour le niveau communautaire, pour facilement... Ouais, bon, il y a le format qu'on trouve sur les plateformes qu'on peut utiliser avec le téléphone, mais pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android, il y a quelque chose qui a été élaboré, un truc d'outil qui est vraiment très pratique, papier, un disque que la communauté peut utiliser facilement, ceux qui font de l'investigation pour pouvoir définir la période d'exposition. Voilà, alors, c'est ça. Je pense que je vous retourne la parole pour avoir les réponses. Merci à vous.
Docteur Ngomba? On dirait que Dr Ngomba n'est pas là. Est-ce qu'on peut prendre Jules J'avais Ilaka? perdu la connexion, ça vient de revenir. Merci, Docteur Gisèle. Il y a une main levée, celle de Monsieur Jules Ilaka. Monsieur Jules Ilaka, vous avez la parole. Monsieur Jules Ilaka, vous avez la parole. Allô? Oui. Bonjour et félicitations par rapport à cette initiative. Je suis Gilles Ilaka, je suis épidémiologiste, je suis en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question, c'est tout simplement un peu d'éclaircissement. J'ai vu par rapport aux 8 piliers que vous avez défini les étapes opérationnelles. Il y a la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Pourquoi vous les avez associés avec la recherche active? Or, la recherche active fait partie dans la composante sous-pilier de la surveillance. Et en outre, je reviens aussi là où le docteur John a dit, il a bien précisé que la moyenne empirique des contacts, c'est à 20. Oui, il en a bien dit à 20, mais il serait mieux aller aussi au-delà de 20 contacts lors de prélistage, puisque en investiguant, en suivant bien les mappings de ces cas-là, on aura plus de 20 contacts à prélister. Et en outre aussi, en voyant dans le pilier, il y a beaucoup de sous-piliers de la surveillance qu'on a disséqué. Or, ça devient être dans la surveillance, mais on a disséqué dans d'autres histoires. Donc, c'est un peu ça, soit si on peut revoir aussi ça, puisque nous en avons plusieurs. Merci beaucoup. Et ma question, c'était cela par rapport à pourquoi associer la communication des risques et l'engagement communautaire avec la recherche active. Et puis, il faut maximiser, de bien prélister encore les contacts. Au lieu de se limiter à 20 éléments, on peut aller au-delà en suivant bien les mappings, soit les parcours des cas suspects. Merci beaucoup. OK, merci. Des questions, des éclaircissements, des observations. Un des orateurs va probablement prendre la parole pour y répondre. Pour la question du COUS, comment est-ce que le COUS s'est comporté au niveau national? Ce sera l'objet de la prise de parole des experts, Dr Esso. Donc, nous allons d'abord mettre cette question au frigo. Une dernière question, c'est une main levée avant de passer aux experts. C'est Dr Hans Moussi, Cerclé du Littoral. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Amel, et bonjour à tous. Comme tous les autres orateurs, vraiment, le sujet est très passionnant et nous remercions l'initiative. J'avais des préoccupations. En date du 15 février, nous, dans le littoral, nous avons été notifiés d'un cas suspect. Et puis, en 48 heures, 72 heures, c'était pénible. Alors, il fallait déployer les équipes, il fallait chercher les contacts, il fallait tout ce qu'on a cité là. Mais maintenant, j'ai une préoccupation, quelques préoccupations. La première, c'est sur le nombre de contacts. Quand vous parlez de ramener ça au moins à 20, et l'autre orateur, l'épidémiologiste de la RD Congo, disait qu'il faut voir ça un peu plus. Moi, je pense que les contacts d'un cas Mabou sont beaucoup plus nombreux que ça. Parce que le cas que nous avons, heureusement, il est revenu négatif. Le cas suspect qu'on avait à Douala avait fait des tours en 72 heures. Il a joué au foot, il a fait des tours dans les restaurants, il a été dans son lieu de travail, il était à l'église. Et quand on comptabilisait vraiment, ça tournait autour d'une centaine de personnes. Ce qui veut dire que vu la virulence et le risque de contagiosité élevé, il faut ratisser l'âge. Et je suis d'accord avec l'orateur de l'OMS qui parlait effectivement du mapping du cas, ce qui est fondamental. Et par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il a mis la CREC avec le listage des contacts. Mais j'ai une dernière préoccupation pour que je ne monopolise pas la parole. Elle est relative à la mise en œuvre des investigations qui font suite, bien sûr, aux alertes. Parce qu'il a parlé de 75% pour une bonne performance, des alertes doivent être investiguées.
ce qui est dans notre pratique courante très, très difficile, vu les moyens limités ou pratiquement absents. Qu'est-ce qu'il vous fait dans ce cas? Comment procéder? Merci beaucoup. Voilà, docteur Hans a posé des questions pratico-pratiques. Donc, docteur Bilunga, docteur John, peut-être docteur Metiop, si vous pouvez aussi apporter des réponses pratico-pratiques. On n'a pas toujours des réponses à tout parce que nous sommes dans un système qui pour la première fois, s'est mis en branle pour un cas de fièvre hémorragique virale. Donc, nous apprenons en faisant. Mais si vous avez quelques éléments de réponse, vous pouvez les donner avant qu'on ne passe donc la parole à Dr Bidian et à Dr Issou. À vous. Merci, Dr Ngomba. Je vais commencer, les collègues vont compléter comme je n'ai pas de réponse à tout. Premièrement, recherche active, pourquoi? Je rappelle que moi, on m'appelle pratico-pratique. Donc, sur le plan pratique, les équipes de CREC ne vont pas travailler à côté, les équipes de surveillance à côté. Non. Pratico-pratique, CREC et surveillance travaillent avec les définitions des cas dans la communauté, dans les fossats, pour remonter les alertes et faire la recherche active. Voilà une brève réponse. Donc, on connaît comment c'est structuré, mais ça, c'est un peu théorique. Dans la pratique, les deux équipes travaillent pour beaucoup de choses. Suivi des contacts, alerte, recherche active. Donc, je voulais être pratique. Deuxième réponse, le nombre de cas. Docteur Hans a tout à fait raison. Docteur Jules a tout à fait raison. Et je l'ai dit dans la présentation, hein, ça dépend du mapping. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un mapping où c'est seulement 4 contacts. Ce n'est pas une contre-performance parce que la détection s'est faite précocement et la personne n'a pas exposé d'autres personnes. Il est singleton à la maison, il n'est pas sorti, il ne travaille pas, et il ne va pas à l'église et tout le reste. Donc, il aura moins de contacts. Donc, c'est fonction de quoi? Du mapping. Et bien sûr, on peut aller à 60 comme Dr Hans a dit. Donc, la moyenne empirique, c'est une moyenne générale empirique, je l'ai dit. Théoriquement, on prend ça pour juste bien évaluer nos programmes. Mais la vraie réponse, c'est fonction de l'itinéraire thérapeutique et communautaire mapping. Ça, c'est pour couper court. Pour le docteur Hans, les moyens utilisés, il faut juste dégager les gaps, comme vous êtes bien dans le littoral aussi à haut risque. Et puis, mobiliser les fonds et les ressources. Nous, les partenaires, c'est aussi entre autres notre rôle. Si vous avez un plan clair et vous avez des besoins identifiés clairs et vous êtes à haut risque, voilà autant d'éléments qui font que nous puissions vous donner les moyens, soit moto, soit véhicule, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les réponses. Je laisse les autres compléter. Merci. Merci, Dr John. Peut-être que Dr Chanceline aura quelque chose à dire. Oui, Dr Ngomba, merci beaucoup et merci à tous les intervenants pour l'intérêt. Je salue déjà la participation de la RDC. Nous sommes dans des groupes communs et je pense que le partage des documents, la RDC a une grosse expérience de la gestion des fièvres hémorragiques virales, dont le partage de documents pourrait également nous aider à faire mieux. Donc, je partage également tout ce qui vient d'être dit par Dr John et les autres collègues. Il y avait une question dans le chat en ce qui concerne le plan de préparation et de riposte. Il faut dire que ce plan de préparation et de riposte a été déjà élaboré pour les fièvres hémorragiques virales. Et la question était de savoir est-ce qu'il y a également des plans qui existent pour les camps de réfugiés ou le milieu carcéral. Nous savons tous que ce sont des populations particulières lors de la gestion des épidémies. Et il y a également des mesures particulières, même spécifiques, qui sont également mises en œuvre généralement, que ce soit dans le cadre de la préparation ou de la riposte. Mais il n'y a pas encore de plan spécifique dédié à ces populations spécifiques-là. Je vous remercie. Merci, docteur Bilunga, pour votre prise de parole. Peut-être docteur Metiop n'a pas beaucoup parlé, pourtant c'est la personne même du niveau opérationnel. Docteur Metiop, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis encore avec vous, je vous écoute. Et c'est trop le thème intéressant. Je pense que beaucoup de réponses ont été apportées par rapport aux interventions et aux questions qui ont été posées. Je vous écoute, merci.
Merci. Rendu à ce niveau, nous allons donner la parole à nos experts. Nous regrettons de ne pas pouvoir avoir avec nous Dr Bidjan, le délégué régional de la santé du Sud, qui était supposé nous partager le retour d'expérience de comment est-ce qu'il a géré sur le plan au niveau régional la coordination de la gestion de cette alerte. Il a des soucis techniques. Nous allons passer la parole à Dr Isso, qui va déjà nous faire un bref résumé de comment est-ce que le Cameroun, au niveau du cours national, a géré cette gestion. Et puis, s'il y a des leçons apprises fortes au niveau stratégique et s'il y a des messages à emporter, des take-home messages. Donc, nous allons l'écouter. Dr Isso, vous avez la parole. Bon après-midi à tous. Merci, Dr Ngomba, de me passer la parole. Je vais déjà remercier et féliciter tous les experts, parce que ce n'est pas nous les experts, c'est ceux qui ont présenté les diapos de tout à l'heure. Les féliciter et les remercier pour le temps qu'ils ont pris pour l'animation de cette session à laquelle nous avons tenu qu'elle soit organisée au vu de l'actualité épidémiologique de la sous-région Afrique centrale en ce moment. Et elle a été organisée surtout à l'endroit des opérationnels, des niveaux opérationnels et des régions pour vraiment gérer cette situation d'alerte dans laquelle le pays se trouve. Et on espère que chacun des participants s'en retrouve un peu plus outillé pour la gestion de cette alerte à laquelle on doit faire face là. On sait qu'on doit faire face on doit pouvoir mettre en place un système de détection précoce rapide des cas à tous les niveaux, aussi bien pour les districts de santé de la région du Sud qui sont les plus à risque pour ceux de tous les pays parce qu'on est à risque. On a vu l'analyse de risque que Dr Bilunga a présentée. On a un risque élevé de faire des épidémies de fièvre hémorragique. À côté de cette détection précoce-là, déjà se préparer à la réception éventuelle des cas suspects, préparer le système de santé, identifier les éventuels sites de prise en charge, vérifier les états de stock en termes d'intrants de prise en charge, de matériel de PCI, renforcer la communication, mais aussi commencer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour répondre à la question de Dr Mossi tout à l'heure. Donc, au niveau de toutes les régions du Cameroun, c'est des activités qui doivent être mises en place certainement à des degrés divers en fonction du risque, de l'analyse de risque de chaque région. Dans cette session, c'était vraiment pour que nous soyons déjà au même niveau d'information et pour que les uns et les autres soient vraiment conscients de leur rôle dans la gestion de cette alerte à la fièvre hémorragique Marburg au Cameroun. Maintenant, concernant la réponse du CUSP, je vais aller rapidement parce que c'était vraiment pas l'objet de la session d'aujourd'hui. La réponse du CUSP, dans les 24 heures, moins de 24 heures après la réception de l'alerte par les autorités de la région du Sud, on est directement passé en mode alerte avec une première réunion de crise avec les différents parties prenantes, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la gestion de cette alerte-là. Les équipes d'intervention nationales ont été déployées rapidement pour appuyer le niveau régional pour la gestion de cette alerte, mener les premières investigations, la recherche active des cas, mais aussi entrer en contact et en collaboration avec les autorités sanitaires des pays limitrophes. Il faut dire également que dès qu'on a eu donc, la confirmation de cette épidémie de Marburg du côté équato-guinéen, directement au niveau de la région du Sud, le SGI a été activé parce que vous savez qu'il faut une coordination forte pour vraiment gérer cette alerte-là, pour pouvoir mobiliser les équipes qu'il faut à ce sujet. Mais ça peut faire l'objet encore de toute une autre réunion et de toute une autre session éco. Donc, je vais terminer. Comme j'ai commencé, ça, c'était vraiment pour créer l'awareness et l'alerte
au niveau de tous les opérationnels, de toutes les régions, de toutes les personnes impliquées dans la gestion de cette alerte-là, on doit, comme on est en phase de readiness, comme Dr. John l'a dit, et la préparation doit être intensifiée à tous les niveaux. La surveillance épidémiologique intensifiée à tous les niveaux parce qu'à côté de la fièvre hémorragique de Marbourg, on a la fièvre de Lassa qui sévit au Nigeria et on doit vraiment être préparé à tous les niveaux pour cela. C'est le petit point que je voulais faire. Je veux encore remercier tous les participants et tous les panélistes et surtout appeler les régions à organiser également leur webinaire et que les plateformes existent dans les 10 régions en fonction des risques encourus. Il faut absolument que tous les intervenants du système de préparation et de réponse aux urgences de santé publique, leur capacité soit renforcée pour la gestion d'une alerte de fièvre hémorragique et également pour renforcer leur capacité dans tous les axes que nous connaissons. Merci, Dr. Ngomba. Merci à tous. Merci, tout a été dit. En 1 heure, nous avons essayé de faire le tour de la question. Nous remercions particulièrement les participants des autres pays, le Congo, le Tchad, aussi qui s'est manifesté dans le Tchad, et puis les participants des régions du district. Nous retenons que Marbourg est à côté, nous devons nous préparer, nous devons être capables de reconnaître un cas suspect et surtout de mener la bonne action. Nous allons nous séparer sur ce point en nous donnant rendez-vous pour le 2e jeudi du mois d'avril avec un autre sujet tout aussi intéressant. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup à tous et merci. Bon Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Matondo mingi au Congolais. Ah, Matondo Penayo, félicitations. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup pour la présentation. Merci Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. J'ai aimé la présentation. Bonne soirée à tous.
Alors,